on va perturber l'estradiol des femmes avec la même molécule. Alors, on a tout ça étant dit, c'était mon introduction, parlons un peu des perturbateurs endocriniens. On en connaît un certain nombre, hein, alors c'est 1000, 1500, ça dépend un peu des classifications et des banques de données. Alors, première question, comment ces molécules sont capables de perturber notre système hormonal? On a tout un tas de mécanismes. Les premiers mécanismes qui ont été montrés, c'était ce qu'on appelait les effets hormonomimétiques. Alors, effet hormonomimétique, ça veut dire quoi? Ben, vous avez une molécule qui rentre dans votre organisme, c'est du vrai cambriolage, hein, et cette molécule, elle est capable, parce elle ressemble à une hormone naturelle, elle est capable de venir se fixer sur le récepteur. Comme ça, l'interférence de cette molécule étrangère avec un récepteur, qu'est-ce qui se passe? On risque d'avoir une réponse de l'organe à un moment inapproprié ou une réponse exagérée qui va s'ajouter à la réponse naturelle. Évidemment, on est en face d'une situation de perturbation endocrinienne, d'accord? Ce qu'on appelle l'effet agoniste en pharmacologie. À l'inverse, vous avez le même système, mais là, vous avez une fausse clé défectueuse. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là, ou qu'est-ce qui peut se passer? Ce n'est pas obligatoire que ça se passe comme ça, mais ce qui peut se passer, et ça a été démontré dans un certain nombre de situations, vous avez la fausse clé, donc qui est étrangère à votre organisme, qui va venir occuper les récepteurs, et la vraie clé, ici en bleu, ne pourra pas agir parce que les récepteurs sont occupés et bloqués. Si vous voulez, vous arrivez avec votre vraie clé, puis il y en a déjà une, et en plus elle est cassée, donc vous ne pouvez pas ouvrir la porte. C'est exactement ce qui se passe. C'est ce qu'on appelle un effet antagoniste. Et là, vous n'allez pas avoir de réponse à un moment où probablement vous pourriez en avoir une. Ensuite, les hormones, il faut bien avoir à l'esprit que c'est quelque chose de très compliqué. Il faut les fabriquer, il faut donc des gènes qui s'activent. Après, ces molécules, certaines doivent être transportées dans le sang. Ensuite, il faut qu'elles aillent jusqu'à l'organe cible, il faut qu'elles rentrent dedans, qu'elles agissent, etc. Et après, qu'elles soient dégradées. Donc, c'est très compliqué, l'histoire d'une hormone. C'est pas simplement comme ça, une hormone qui tombe dans votre organisme. Non, c'est très compliqué. Et on a montré que dans un certain nombre de situations, la plupart de ces mécanismes, dans certaines situations, peuvent être affectés par certaines molécules et quelquefois, on peut même avoir des combinaisons de plusieurs effets. Alors ensuite, il y a un mécanisme qui est très compliqué, sur lequel je ne vais pas insister maintenant parce que j'y reviendrai plus tard, c'est ce que l'on appelle les effets épigénétiques. Donc on sait maintenant que les perturbateurs endocriniens vont altérer des mécanismes extrêmement importants pour la régulation du niveau d'expression des gènes. Les gènes doivent être exprimés au cours de la vie à un certain niveau dans tel ou tel organe et certains perturbateurs sont capables de venir impacter cette programmation qu'on appelle épigénomique qui normalement se fait de manière harmonieuse. Et donc qu'est-ce qu'on a? On a une altération du niveau d'expression des gènes avec des effets négatifs sur la santé qui peuvent être modulés éventuellement par l'âge et par la dose. On y reviendra tout à l'heure, parce que c'est quelque chose de très important. Alors, on a pas mal de molécules qui peuvent perturber notre système hormonal. Qui sont-ils? Eh bien, on a des molécules telles que les pesticides, dont on entend parler tous les jours, qui sont des molécules qui sont faites, au départ, pour perturber, pour tuer même, puisque les pesticides, c'est cide, ça veut dire tuer. Et donc, on a toute une série de molécules qui ont été fabriquées dans l'idée de se débarrasser d'organismes indésirables. Alors le DDT, on en a déjà parlé, le chlordécone, c'est la même classe, organochlorés. Quand les organochlorés ont été montrés comme étant très dangereux, ils ont été interdits par la Convention de Stockholm, et ils ont été remplacés par des organophosphorés qui sont encore pires. C'est les chlorpyrifos, le malathion, des molécules comme ça qui rendent les gens, on les accuse de rendre les gens un peu parkinsoniens. Alors on les a interdits aussi. Après, on est passé au pyrétrinoïde. La pyrétrinoïde, vous en avez chez vous, c'est sûr, dans vos baumes insecticides. Il est très probable que vous en avez. Donc, c'est quoi les pyrétrinoïdes? C'est des molécules qui calquent des hormones naturelles qu'on appelle les pyrétrines et qui sont fabriquées par certaines plantes. Donc, les plantes, la nature, l'évolution, dans sa grande ingéniosité, a permis à certaines plantes de fabriquer des insecticides pour ne pas être embêtés par certains insectes. Alors c'est des insecticides qu'on appelle les pyrétrines, mais qui ont une faible activité et puis qui sont très rapidement dégradés par la lumière et tout ça. L'industrie chimique
à copier ces pyrétrines pour fabriquer des molécules qu'on appelle des pyrétrinoïdes, qui sont utilisées, c'est ce qu'on met sur la tête des enfants contre les poux, etc., etc. Donc il y en a toute une classe, il y en a à peu près 5 grandes classes, et ils sont encore assez utilisés. Et puis ensuite, on est venu aux fameux néonicotinoïdes. Donc les néonicotinoïdes, vous les connaissez, c'est ceux qui sont accusés de tuer les abeilles. Et ce n'est pas une accusation en l'air, c'est prouvé scientifiquement. Quand les abeilles sont exposées à certains néonicotinoïdes, qu'elles s'en vont dans la nature explorer, eh bien, elles perdent la mémoire en cours de route et elles reviennent beaucoup moins à la ruche, d'où le syndrome, enfin une contribution au syndrome d'effondrement des abeilles. Comme vous le savez, c'est un problème assez dramatique parce que quand il n'y aura plus d'abeilles, il faudra tout faire à la main pour aller féconder les fleurs. Voilà. Donc c'est déjà fait, vous riez, mais c'est déjà fait dans certaines provinces chinoises où il n'y a plus d'abeilles et où c'est les femmes et les enfants qui vont féconder les fleurs une par une. Alors ensuite, on a toute une série de molécules qui sont fabriquées le résultat d'activités humaines. Elles ne sont pas prévues pour être des perturbateurs endocriniens, elles ne sont pas prévues pour aller tuer ou déranger une espèce ou une autre, mais il se trouve qu'elles le font. Alors là-dedans, on trouve les plastifiants, donc vous avez tous entendu parler des phtalates, du bisphénol A, qui sont d'ailleurs interdits maintenant dans les plastiques alimentaires, en France depuis le 1er juillet 2015. Vous avez là-dedans aussi tous les alkylphénols et les dérivés, donc des produits qui sont très utilisés dans les cosmétiques, pour les substances nettoyantes, etc. Donc vous avez beaucoup de molécules comme ça. Ensuite, il y a une classe de produits qui est extrêmement nocive qui s'appelle les retardateurs de flamme bromés, ce qu'on appelle les PBDE, mais il y en a toute une famille aussi. Ça, c'est des molécules qui ont été fabriquées avec dans l'idée de retarder la prise du feu sur je sais pas, des rideaux, des tapis, des lits, etc. Donc on en a mis un petit peu partout, même dans les ordinateurs, il y en a. Pas dans les Macintosh, mais dans la plupart des PC, il y en a. On fait la publicité non payée. Donc voilà. Ces PBDE, c'est les Américains qui ont inventé ça en Californie. Ils en fabriquaient beaucoup et ils ont essayé d'imposer cette loi à tous les États-Unis, bien sûr, et après au monde entier. Bon, heureusement, comme c'est avéré que ces molécules étaient très dangereuses, ils sont maintenant interdits. Le problème, et je reviendrai là-dessus parce que c'est quelque chose qui est valable pour d'autres molécules, c'est qu'ils sont extrêmement stables, ils sont persistants dans l'organisme et il y en a encore partout. Les PCB, c'est la même chose, c'est des molécules, c'est ensuite, comment on appelait ça, qu'on mettait dans les transformateurs électriques. J'ai un trou, c'est pas grave. Donc les PCB, c'est toute une famille de molécules, 209 congénères différents, qui étaient utilisés parce qu'ils sont extrêmement stables thermiquement. Et donc on en mettait un petit peu partout pour tous les appareils qui chauffaient. On en mettait dans vos micro-ondes, on en mettait. C'est ce qu'on appelait autrefois le pyralène. Vous savez, on a beaucoup parlé du pyralène à une époque. Maintenant, c'est interdit, mais même chose, ils sont très stables. Les hydrocarbures perfluorés, alors ça, c'est l'Union européenne, qui est pourtant pas très courageuse en matière de perturbateurs endocriniens et de toxicologie, classe ces substances comme des substances extrêmement préoccupantes. Qu'est-ce que c'est ces produits-là? C'est des produits qui sont faits pour réduire la tension superficielle. Donc c'est ce qu'on met dans il y avait dans une certaine génération de poils Tefal qui n'attachaient pas. C'est ce qu'on met dans les tapis ou les trucs anti-taches. Vous savez, certains tissus, certains vêtements. Et c'est ce qu'on met aussi dans les vêtements en Gore-Tex qui vous permettent donc d'avoir des vêtements qui, quand les gouttes de pluie tombent dessus, ça reste une petite goutte et ça ne mouille pas le vêtement. Donc on est très content, sauf que ce sont des molécules qui sont maintenant réputées pour être extrêmement dangereuses. Elles sont interdites dans beaucoup de situations. Malheureusement, on s'aperçoit que malgré cette interdiction, le taux, ce sont des produits extrêmement volatiles, le taux de PFOA dans l'atmosphère augmente de manière régulière. Et les scientifiques ne savent pas expliquer cette augmentation. Ensuite, on a des produits de combustion qu'on peut trouver aussi, dioxine, furane, donc ça peut être des substances naturelles ou des substances qui sont produites lors de la synthèse d'autres molécules.
une molécule extrêmement connue, c'est l'agent orange. L'agent orange, c'était un produit, un sous-produit de fabrication du DDT. Les gens voulaient fabriquer du DDT ou des molécules de type défoliant, c'est ce qu'on a utilisé au Vietnam. En même temps, ils produisaient de la dioxine. Cette dioxine, c'est une molécule étrangère à nos organismes. Par contre, elle est tout à fait capable de venir se fixer sur un récepteur qui fait beaucoup de choses. On ne le connaît pas très bien. Il s'appelle le récepteur aryl hydrocarbone. Pardon, ça c'est de l'anglais. En français, je ne sais pas comment ça se dit. Et donc, il est capable de provoquer toutes les malformations qu'on a vues chez les populations vietnamiennes, où on estime qu'il y a des millions de personnes qui ont été touchées. Après, on considère comme des perturbateurs endocriniens un certain nombre de produits pharmaceutiques qui sont libérés dans l'environnement. Pourquoi? Parce qu'on prend les médicaments, on fait pipi, hop, ça passe dans les tuyaux et c'est partenu par les stations d'épuration, ça finit dans l'eau, les nappes phréatiques, etc. Donc là, on a toutes les pilules, les résidus de pilules contraceptives, ça c'est le problème majeur. Mais on a aussi les bêta-bloquants, certains antidépresseurs. Vous savez qu'on a des poissons maintenant qui sont déprimés. Et vous savez aussi que les antidépresseurs, quand vous en prenez, votre libido chute. Parce que ça interfère avec certains systèmes qui sont importants pour l'érection ou pour le comportement sexuel. Et donc on a des poissons maintenant qui sont exposés à de la fluoxétine et qui sont déprimés et puis qui en même temps n'ont plus de libido. Donc ça pose des petits problèmes. Et puis des anti-inflammatoires comme le diclofénac qui ont éliminé complètement les vautours en Inde, par exemple, avec tous les problèmes de pullulation des indésirables que ça entraîne, les rats, etc. Enfin, on a encore une série de molécules qui sont qualifiées de phytoestrogènes. C'est quoi des phytoestrogènes? C'est des molécules qui sont fabriquées par les plantes et qui ressemblent un petit peu à de l'estradiol ou à des estrogènes. C'est par exemple le cas du soja qui fabrique une molécule qui s'appelle la génistéine, qui est parfaitement capable de venir activer un récepteur d'estradiol. C'est pas très puissant, mais si vous en prenez beaucoup, vous pouvez avoir des problèmes. D'ailleurs, l'INSERM vous dit bien de ne pas manger plus de 4 yaourts au soja par jour quand vous êtes une femme enceinte ou un petit enfant. Voilà, donc c'est ça à peu près les... Ah, puis j'ai oublié les métaux lourds. Alors les métaux lourds, ça c'est une catastrophe. C'est pas vraiment des perturbateurs endocriniens, mais ils vont quand même aller perturber le fonctionnement de récepteurs, notamment au niveau du système nerveux central et notamment au cours du développement embryonnaire. Donc ça, c'est les problèmes qu'on associe à l'utilisation de plomb. C'est pour ça qu'on a interdit le plomb dans l'essence, mais beaucoup trop tard. L'arsenic, le mercure, le cadmium et d'autres métaux lourds sont très problématiques. Alors en rouge, ici, vous avez une série de molécules que j'ai mises de cette couleur. Pourquoi? Parce que ce sont ce que l'on appelle des POP. Alors les POP, c'est quoi? C'est des polluants organiques persistants. La plupart des accidents que je vous ai montrés tout à l'heure, les grenouilles hermaphrodites et tout ça, c'est dû à des POP, donc des molécules qui partagent un certain nombre de propriétés, et notamment d'être toxiques, de persister dans l'environnement, d'être bioaccumulables, je vais y revenir dans une seconde, d'être transportés sur de longues distances, éventuellement transmises à la descendance. Donc j'ai déjà évoqué ces molécules, on ne va pas y revenir. Alors qu'est-ce qui se passe en fait? Je vous ai dit que nos cellules étaient entourées de graisse et que les hormones lipophiles pouvaient traverser ces graisses et rentrer dans les cellules. Eh bien certains perturbateurs endocriniens peuvent faire la même chose. Ils rentrent dans votre organisme par la peau, par inhalation, par la nutrition, et puis ils vont circuler et rentrer dans les cellules et venir activer certaines molécules. Alors qu'est-ce qui se passe avec ces POP? Eh bien, non seulement ils rentrent dans les cellules, mais ils s'accumulent dans certains compartiments de nos organismes. Pourquoi s'accumulent-ils? Eh bien, selon le processus de bioaccumulation, vous avez au départ une molécule qui est dans l'eau, qui est consommée par le mycoplancton, qui va commencer à l'accumuler. Le macroplancton va l'accumuler encore plus. Il va être mangé par les petits poissons, les gros poissons. Et c'est ainsi que les aigles pêcheurs de Californie se retrouvent à écraser leurs petits parce qu'ils ont consommé des animaux qui étaient contaminés par un certain nombre de substances. Alors, ce n'est pas seulement les aigles, c'est aussi tous les superprédateurs, les phoques, les ours polaires et l'homme, car nous, les hommes, nous sommes des superprédateurs. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, dans la nature, on a eu des centaines de publications, voire des milliers, qui ont montré un certain nombre de perturbations, essentiellement sur la fonction de reproduction, parce que c'est ça qui est le plus étudié.
sur la différenciation sexuelle, sur des anomalies des organes génitaux, des avortements, des cas d'hermaphrodisme, des comportements sexuels anormaux, je vous ai parlé des goélands homosexuels, le déclin spermatique a été constaté chez les animaux aussi, des cas de puberté précoce, voire des cas de stérilité complète. Donc tout ça, c'est très bien documenté chez les animaux. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe chez l'homme? Alors chez l'homme, c'est beaucoup plus compliqué.